Donc, le cours d'aujourd'hui est intitulé les techniques d'empreinte en implantologie. Alors, au fur et à mesure, vous allez envoyer les questions. Comme ça, on ne va pas rater une diapo à l'expliquer. Et si vous n'arrivez pas à comprendre en français, je vais m'expliquer en arabe. D'accord, madame. Très bien. Donc, lors de la chirurgie, il faut impérativement déterminer à la fois l'émergence de l'implant pour prendre des empreintes, l'axe pour le parallélisme et aussi l'occlusion. Tout ça sans négliger pour autant les exigences esthétiques. Donc, l'empreinte implantaire va enregistrer la situation des implants. Donc, c'est la clé de la voûte de la reconstitution prothétique. Donc, le but de l'empreinte implantaire, c'est d'enregistrer l'émergence de l'implant dans la cavité buccale. C'est-à-dire, l'implant de la cavité, d'enregistrer son axe. Son axe, pourquoi? Pour voir le parallélisme des implants ou bien le parallélisme des implants avec les dents adjacentes et aussi l'occlusion. Donc, le but de l'empreinte implantaire, il est différent du but de l'empreinte en prothèse fixée et pareil, il est différent du but de l'empreinte en prothèse totale. Donc, l'empreinte implantaire, c'est l'enregistrement des éléments suivants. Donc, on va enregistrer, à partir d'une empreinte implantaire, on va enregistrer la situation des implants dans l'environnement buccal avec les autres implants et avec les dents adjacentes. C'est ce qu'on a dit déjà. Aussi, on va enregistrer le contour gingival. En prothèse fixée, on enregistre la limite cervicale. Son équivalent en prothèse implantaire, c'est le contour gingival. On va enregistrer aussi le profil d'émergence et on va indexer en bouche la position tridimensionnelle des implants. Quand on dit la position tridimensionnelle, c'est-à-dire la position de l'implant dans l'espace, dans les trois sens, dans les trois plans, sagittal, frontal et horizontal, par rapport au reste des structures anatomiques des arcades dentaires. Ça veut dire par rapport à la crête, à la langue, aux dents adjacentes. Donc, pour aboutir au laboratoire de prothèse à un modèle de travail qu'on l'appelle maître modèle. C'est-à-dire, le but de l'empreinte, c'est d'avoir ou de réaliser un maître modèle. C'est le modèle qui réplique de ce qu'on a en bouche au laboratoire. Donc, on commence par l'examen clinique pré-prothétique. Donc, d'abord, avant de prendre l'empreinte en implantologie, il faut qu'on confirme l'ostéo-intégration. C'est-à-dire, il faut s'assurer que nos implants sont bien ostéo-intégrés avec un test clinique et avec un test radiologique. Donc, qu'est-ce qu'on fait cliniquement? On va voir l'immobilité totale de l'implant avec une sonde. On pose la sonde sur le pas de vis de la vis de fermeture de l'implant et on fait bouger la sonde. On peut sentir, si on a une mobilité, on peut la sentir. C'est-à-dire m'accrocher à la sonde, le pas de vis. Le pas de vis, c'est où il faut le petit tournevis sur la vis. On la sente et on la fait bouger. Si l'implant n'est pas ostéo-intégré, il va bouger. Aussi avec le test du sang clair à la percussion. Donc, avec le manche d'un miroir ou de la sonde, on va taper sur la vis de fermeture de l'implant et on va écouter le son de l'implant. Il peut être un son clair ou bien un son sombre. Le son clair, c'est quand on a une ostéo-intégration, un implant qui a pris, et un son sombre lorsqu'on a une fibro-intégration. Fibro-intégration, c'est le contraire de l'ostéo-intégration. Quand l'implant il est bien dans l'os, il est bien ancré dans l'os, on a une ostéo-intégration. Si l'implant méchut, on a une fibro-intégration, c'est-à-dire les fibres autour de lui, ce n'est pas de l'os. Donc, vous voyez sur l'image, la première image, c'est un implant sans vis de fermeture, ça veut dire un anhin à la vis. Et les images en bas radiologiques, donc, vous voyez l'image à gauche, vous voyez une image autour de l'apex des implants, on a une radioclarté, c'est-à-dire on a une réaction. Cet implant, il n'a pas d'ostéo-intégration, il a une fibro-intégration.
sur les implants sur la panoramique, donc les implants à droite, ils sont bien ostéo-intégrés, quoique celui qui est au milieu, on voit une image radio claire, ça veut dire qu'il y a une réaction, une fibro-intégration. Et regardez sur les images des 3 implants à gauche, sur la panneau, il y a aussi une image en bas, radio claire, c'est-à-dire qu'on a une réaction, on a une fibro, on n'a pas vraiment une ostéo-intégration. Ça, c'est des implants qui ne sont pas réussis. Donc, quand vous faites le test du son, vous allez entendre un son qui n'est pas clair, un son sombre. Donc, il faut s'assurer avant l'empreinte, il faut s'assurer de l'ostéo-intégration des implants, c'est-à-dire qu'on a un son clair à la percussion. Aussi, l'absence du syndrome infectieux ou douloureux. Un implant qui n'est pas bien ostéo-intégré, le patient il va se plaindre des douleurs au niveau de l'implant. Si vous touchez vestibulairement ou lingualement au niveau de l'implant, il va se sentir mal. Et sur la radio, la rétro ou bien la panneau, vous allez voir l'image que vous voyez maintenant. Aussi, on peut avoir du pus au niveau de l'implant. Là, vraiment, on a une infection. Carrément, l'implant, il est voué à l'échec. Donc, le test radiologique, ce qu'on a dit déjà, c'est absence d'image radio claire péri-implantaire. Ça, c'est un signe d'ostéo-intégration. Et l'absence de paresthésie permanente, c'est-à-dire on n'a pas de douleur. Donc, tous ces tests cliniques et radiologiques, il faut les faire avant l'empreinte pour confirmer l'ostéo-intégration de nos implants. À partir de là, on peut commencer notre empreinte. Donc, une fois l'ostéo-intégration est validée, on évalue l'espace interarcade pour le choix du transfert d'implant. C'est quoi l'espace interarcade? Donc, c'est l'espace entre... Bon, d'abord, sur l'image à droite, vous voyez un tournevis sur la vis de fermeture. La vis de fermeture, c'est la première vis qu'on ferme avec l'implant lors de la chirurgie. Là, l'opérateur, il est en train de dévisser la vis. Et sur la deuxième image, il est en train de placer un transfert. Le transfert, c'est le moyen par lequel on va enregistrer la position de notre implant en bouche et on va la transférer sur l'empreinte. C'est pour ça qu'on l'appelle le transfert. Donc, d'abord, on va évaluer l'espace interarcade, c'est-à-dire on demande au patient de fermer et on juge l'espace entre la vis de fermeture et la dent antagoniste ou bien la crête antagoniste. C'est au cas par cas. Ça dépend qu'est-ce qu'on a en bouche. Donc, avec l'espace prothétique, on doit l'évaluer. S'il est petit, on doit choisir un transfert qui est court. Si cet espace il est assez grand, on peut choisir un transfert qui est lent pour qu'il ne nous gêne pas, c'est tout. On doit voir la nature ou bien détecter la nature du patient. C'est un patient nauséeux, anxieux ou un patient normal. Ça pour choisir le type d'empreinte qu'on va faire. Vous allez voir par la suite. Pourquoi? On doit déterminer la technique et le type d'empreinte. Donc, la technique et le type d'empreinte, on les détermine selon l'édentement, selon l'espace interarcade et la nature du patient. Un patient nauséeux, un patient anxieux, il n'est pas comme un patient normal. Tout ça pour choisir l'accastillage nécessaire à la réalisation de l'empreinte. L'accastillage, c'est ce qu'on a dit, donc les transferts nécessaires et le porte-empreinte pour la prise de l'empreinte. Passons au choix du porte-empreinte. Donc, le porte-empreinte, il doit répondre à certains paramètres, il doit être rigide, donc fait à partir de la résine, ou bien être métallique, perforé. Donc, comme vous voyez sur l'image, on a un porte-empreinte métallique, standard. L'adaptation, donc un porte-empreinte individuel réalisé en résine, semble être le porte-empreinte de choix. Quand on dit porte-empreinte individuelle, c'est-à-dire un PUI, ça nous rappelle en prothèse partielle ou en prothèse totale le PUI, en résine. C'est-à-dire, on peut nous fabriquer un porte-empreinte en résine, un PUI,
Après, on va l'ajourer. L'ajourer, c'est-à-dire le fenestrer là où on a besoin. Donc, je répète. Un porte-empreinte individuel réalisé en résine semble donc être le porte-empreinte de choix. La rigidité et l'adaptation du porte-empreinte sont encore plus importantes en chirurgie implantaire. Donc, comme vous voyez sur la première image, c'est un porte-empreinte en résine qui est fenestré. Ces fenestrations dépendent de l'emplacement des transferts. Regardez sur l'image numéro 2, les transferts émergent là où on a les fenêtres. Ça, c'est nous qu'on va ajourer le porte-empreinte. Avec une meulette au laboratoire. On met le porte-empreinte en bouche. Là où on voit les transferts, on va tracer avec le crayon. Après, avec une meulette, vous allez le fenestrer. Sur la troisième image, c'est le matériau. Sur la quatrième image, c'est la prise d'empreinte proprement dite. Donc, maintenant, on va voir quel porte-empreinte et pour quelle technique. Donc, on a les porte-empreintes à ciel fermé. C'est des porte-empreintes donc classiques. Dans les situations les plus simples, on les utilise dans les situations les plus simples. Il est presque toujours possible de gérer l'empreinte implantaire de manière similaire à une empreinte conventionnelle, c'est-à-dire l'empreinte avec un porte-empreinte à ciel fermé. Quand je dis à ciel fermé, ça veut dire le porte-empreinte que vous connaissez, que vous utilisez pour la prothèse partielle. C'est-à-dire il n'est pas fenestré. On l'utilise pour les empreintes en prothèse fixée ou bien en prothèse partielle. Donc, au moyen d'un porte-empreinte fermé, mais cela demande d'utiliser soit des transferts snap-on, soit des transferts twist-lock. Donc, sur la première image, c'est des transferts twist-lock. Ce que vous voyez sur la première image, on les appelle des twist-lock. Sur la deuxième image, c'est des snap-on. Les transferts, on va les visser sur l'implant qui n'est la vis de fermeture ou bien la vis de cicatrisation qu'on met après la vis de fermeture. Bon, je vais vous parler de la vis de cicatrisation. Donc, après l'ostéo-intégration, on enlève la vis de fermeture et on met la vis de cicatrisation. Cette étape, elle n'est pas importante. Ou bien on peut dire, on ne la fait pas systématiquement. Lorsqu'on a une gencive d'une épaisseur importante, on enlève la vis de fermeture et on met une vis de cicatrisation. La différence entre la vis de cicatrisation, elle est longue. Elle permet de modeler le profil d'émergence et de cicatriser la gencive autour de l'implant. Après 15 jours, on procède à la prise de l'empreinte. Lorsqu'on a un biotype fin, ou on dit une gencive fine, on n'a pas besoin de changer la vis. Donc, à partir de la vis de fermeture, après la vis de fermeture, on met directement le transfert. Le transfert, il vit ça normal. Ou bien, comme vous voyez sur la première image, les twist-lock, regardez sur la tête, il y a un trou. Donc, le trou, on a une vis spéciale. Chaque transfert, il a sa vis. Il y a une petite vis, on a le tournevis et on vis. C'est comme ça on les place sur les implants. Donc, les transferts snap-on ou bien les transferts twist-lock qu'on utilise pour les empreintes avec porte-empreinte à ciel fermé. Donc, c'est quoi l'avantage? C'est le gain de temps, c'est-à-dire c'est facile, c'est rapide à réaliser. En plus, la simplicité. On dirait vous êtes en empreinte, en prothèse conjointe. L'inconvénient donc, de ces porte-empreintes à ciel fermé, ils ont une moindre précision de l'indexation des implants lorsque les transferts sont repositionnés dans l'empreinte. Parce que quand tu vas prendre ton empreinte, on va voir par la suite sur les images, quand on enlève l'empreinte de la bouche, les transferts, ils relient l'empreinte. Après, vous allez les dévisser et les repositionner sur l'empreinte.
dévisser comme avec tournevis, et tu vas le repositionner في بلاصتو كيما كان. كيفاش تعرف بلاصتو exactement? Vous voyez les formes qu'il y a sur les transferts, ça, ils vont vous aider à reprendre la position exacte. C'est d'où l'inconvénient d'une précision moins qu'avec les autres transferts. معناتها تقدروا تعاودوا تردوه وما تردوهش بلاصتو exactement. C'est vrai, c'est une technique facile. Elle ressemble à la conventionnelle, à la technique classique, mais elle est moins précise. On va passer maintenant au deuxième type. On va voir maintenant les porte-empreintes individuelles à ciel ouvert. سميناهم le à ciel ouvert parce que, comme vous voyez, sur le volet externe, on va réaliser des fenestrations. C'est pour ça qu'on les appelle les porte-empreintes à ciel ouvert. Donc, pour la technique d'empreinte implantaire dite, cette technique, on l'appelle pick-up. Pourquoi on l'appelle pick-up? Pick-up, c'est par rapport au transfert. On va utiliser un autre type de transfert qui s'appelle pick-up. C'est une technique à ciel ouvert. Le transfert de l'empreinte et sa vis transverse le porte-empreinte et sont emportés dans l'empreinte. Ça veut dire quoi, transverse le porte-empreinte? Ça veut dire qu'ils vont traverser le porte-empreinte. Ça veut dire qu'ils sortent le porte-empreinte. Et aussi, ils vont être emportés dans l'empreinte. C'est-à-dire quand on va démouler l'empreinte de la bouche du patient, les transferts, ils jouent l'esprit l'empreinte. Ils font partie avec le matériau à empreinte. Ils jouent l'esprit. On bouge comme la première technique, on dévisse et on va les repositionner manuellement. Non, ils vont être emportés en même temps avec l'empreinte. Donc, le fabricant d'un porte-empreinte, la fabrication d'un porte-empreinte individuel, et on a dit avant qu'un porte-empreinte individuel, c'est mieux, il est plus rigide et plus précis par rapport au porte-empreinte du commerce. Donc, ouvert au-dessus des implants et la solution de choix. Sur l'image à droite, c'est un porte-empreinte en plastique classique qu'on a ajouré en regard des transferts. Avec une meulette au laboratoire en regard des transferts. Donc, l'avantage de cette technique, on va avoir une excellente adaptation en bouche, un meilleur confort pour le patient et une quantité du matériau moins par rapport aux empreintes à ciel fermé. Comme en prothèse fixée conventionnelle aussi, bon, c'est le même principe à peu près, mais réduit les risques de déformation du matériau pendant sa prise. C'est-à-dire, on aura plus de précision par réduction de la déformation du matériau. L'inconvénient de cette technique, elle a besoin de réaliser une empreinte préliminaire en vue de la réalisation d'un porte-empreinte individuel. C'est-à-dire, pour fabriquer le porte-empreinte individuel, notre PUI en résine, on a besoin d'une empreinte primaire. Et aussi, un coût important. Pourquoi le coût important? Parce qu'à chaque fois, on va prendre un nouveau porte-empreinte, on va l'ajourer, c'est-à-dire on va le fenestrer selon la situation de nos implants ou bien de nos transferts. Et comme ça, les patients, ça se diffère. L'emplacement des implants. Donc, il va se diffère. Donc, à chaque fois, on peut dire le mot gaspiller. On peut dire qu'on va utiliser un nombre important de porte-empreintes. Par exemple, si on a un seul implant, donc on va placer un seul transfert, on va l'ajourer juste en regard de notre transfert. Par exemple, ce porte-empreinte sur l'image. Combien d'implants on a? On a 3 à gauche, 3 à droite et 2 au niveau antérieur. On doit fenestrer juste autour de ces transferts. On ne va pas l'ajourer tout autour. Peut-être ce porte-empreinte, on va le réutiliser si on va tomber dans un cas qui est similaire. Sinon, on ne va plus l'utiliser.
Donc, on va utiliser un nombre important de porte-empreintes. Et ça, c'est l'inconvénient majeur de ces porte-empreintes à ciel ouvert. Donc, ces porte-empreintes à ciel ouvert trouvent son indication lorsqu'on a des particularités anatomiques, c'est-à-dire une forme de l'arcade spéciale, une forme qu'elle n'est pas, elle correspond pas aux formes d'un patient normal, qui a des belles crêtes, des crêtes qui sont asymétriques aussi, ou lorsqu'on a des malpositions dentaires. On les utilise aussi lorsque le patient il a un réflexe nauséeux important et lorsqu'on a un grand nombre d'implants, comme celui-là, c'est un patient édenté total. Donc, lorsqu'on a un nombre important d'implants, on ne peut pas utiliser les porte-empreintes à ciel fermé. C'est à cause de la précision. C'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser les porte-empreintes à ciel fermé. Parce que celle-là, elle nous donne les porte-empreintes à ciel ouvert, ou bien l'empreinte pick-up, elle est plus précise que l'empreinte avec ciel fermé. Donc, on va voir d'autres types de porte-empreintes du commerce. Donc, il y a les porte-empreintes à ciel ouvert du commerce. Ces porte-empreintes sont mieux que les porte-empreintes déjà réalisées en plastique parce qu'ils comportent des volets qu'on peut les dévisser. Comme vous voyez sur l'image, ces volets, on peut enlever en face de chaque dent, c'est-à-dire en face de chaque transfert. Donc, on enlève la pièce où on a besoin d'enlever et on peut la remettre après. C'est-à-dire que c'est une porte-empreinte réutilisable. Donc, ces porte-empreintes permettent de réaliser des empreintes pick-up au moyen d'un porte-empreinte réutilisable, métallique, donc il est rigide. Ils sont équipés de volets amovibles en fonction de la localisation des implants. C'est-à-dire là où on a besoin de fenestrer, on va enlever juste le volet. Éteignez les micros, s'il vous plaît. Celui qui a besoin de poser une question, il peut écrire. Donc, on va les réutiliser, c'est-à-dire on enlève juste la partie, le volet en face de l'implant et on peut le remettre pour les réutiliser encore une fois. Donc, l'avantage de ces porte-empreintes, c'est un gain de temps au fauteuil. Ça ne demande pas de fabriquer un PEI, un porte-empreinte individuel, et de l'ajourer au laboratoire, qui prend beaucoup de temps, et aussi ils sont réutilisables. Leur inconvénient, c'est l'adaptation parfois médiocre en bouche. Comment ils sont parfois médiocres en bouche, leur adaptation? De temps en temps, on va tomber sur un implant, donc un transfert. Quand on dit implant, donc le transfert, c'est son émergence dans la bouche. Le transfert qu'on va visser sur l'implant, il va être entre deux volets, c'est-à-dire on va enlever deux volets et nous, pour que l'empreinte soit précise, il faut qu'on n'agrandit pas la fenestration en face du transfert. Il faut qu'elle soit juste qu'il faut. C'est-à-dire la fenêtre, l'empreinte, elle va être moins précise parce que le matériau, il va refouler, il va sortir par la fenêtre que vous avez réalisée. Il y aura moins de pression et moins de précision. C'est pour ça qu'ils sont parfois médiocres. Ils sont parfois pas précis, pas trop précis. Lorsqu'on a une plus grande quantité de matériaux à empreinte, et aussi le porte-empreinte plastique, les porte-empreintes en plastique subissent de fortes déformations dès le premier usage. C'est-à-dire, ils se déforment avec le temps. À force de les réutiliser, ils vont se déformer. Donc, leur indication, si seulement une bonne adaptation en bouche, c'est-à-dire lorsqu'ils s'adaptent bien en bouche, on peut les utiliser. Sinon, lorsqu'on a un faible nombre d'implants, ou bien
forte contrainte économique, c'est-à-dire le patient il ne se permet pas à payer un devis très cher, c'est-à-dire on peut utiliser ces porte-empreintes parce que vous savez, au cabinet, si vous réalisez un porte-empreinte individuel, il va être compté dans le devis. C'est-à-dire vous allez, et le patient il va payer plus pour l'étape de l'empreinte primaire et la réalisation du pays. Maintenant, on va parler des transferts. Donc, les transferts d'empreintes implantaires, ou bien appelés aussi piliers, c'est une pièce usinée avec grande précision. Pourquoi avec, donc c'est ce que vous voyez sur l'image à droite, les différentes formes. Pourquoi avec grande précision? Parce que ce transfert, il doit avoir sur le col, son col, c'est la partie qui va être vissée sur l'implant. Elle doit avoir une précision, une très haute précision pour qu'il s'adapte très bien sur l'implant. Déjà, quand on achète un implant, chaque implant, il vient avec lui son transfert. On peut aussi, au fur et à mesure, acheter l'accastillage. Dans l'accastillage, on va trouver plusieurs. Donc, chaque marque, elle a son accastillage propre à elle. Donc, pardon. Donc, quand on achète l'accastillage, on doit acheter, c'est-à-dire des transferts en plus. Et ça marche avec le diamètre et la longueur. Donc, ces transferts c'est des pièces usinées, réalisées avec une grande précision pour s'adapter sans ambiguïté sur la tête de l'implant et aussi pour s'adapter à son analogue. C'est quoi l'analogue? Vous savez, l'analogue, c'est la réplique, c'est-à-dire c'est l'implant qu'on va mettre sur le modèle en plâtre. Quand on dit analogue, imaginez comme c'est l'implant qu'on utilise au laboratoire, qui va être placé dans le modèle en plâtre. Donc, on a, pour récapituler, on a l'implant. L'implant, c'est la pièce prothétique qu'on va la mettre en bouche du patient. Le transfert, c'est cette pièce que vous voyez sur l'image. Il y a les différentes formes. Elle doit être précise. Elle présente une grande précision pour s'adapter parfaitement sur la tête de l'implant, en même temps s'adapter parfaitement de l'autre côté sur la tête de l'analogue. L'analogue qui est l'implant, soi-disant, c'est la pièce qui remplace l'implant au laboratoire. Donc, le transfert, il doit s'adapter des deux côtés. D'un côté, sur l'implant en bouche et de l'autre côté, sur l'analogue au laboratoire. Donc, il sert à transférer la position de l'implant dans l'empreinte. Il peut être vissé ou clipsé sur la pièce à enregistrer. Donc, la majorité, ils sont vissés parce que visser, c'est plus précis que clipser. Clipser, c'est comme bouton pression. Qui m'a le bouton pression. Clipser, c'est comme ça. Mais généralement, les transferts vissés, ils présentent une grande précision par rapport au deuxième type, les clipsés. Vous arrivez à saisir un petit peu c'est quoi un transfert. Donc, c'est une pièce très importante qui doit s'adapter parfaitement sur l'implant, en même temps sur l'analogue de laboratoire. On va parler maintenant des matériaux à empreinte. Donc, les matériaux doivent ainsi répondre à un cahier de charge délicat. Donc, ils doivent présenter une élasticité pour permettre l'émergence des ondes de contre-dépouille, précision dimensionnelle avec une bonne capacité de reprise élastique après déformation, une stabilité dimensionnelle et une résistance mécanique après retrait, une viscosité compatible avec l'enregistrement des tissus périimplantaires, une dureté finale élevée pour assurer le retrait ou le remplacement sans ambiguïté du transfert, et enfin, une manipulation simple et un temps de préparation suffisant. Donc, ça, c'est les critères du matériau de choix. Donc, on va voir les matériaux qu'on peut utiliser pour l'empreinte implantaire. On a en première classe les élastomères qui sont le matériau
Elle représente les matériaux de choix pour l'empreinte implantaire. Donc, elle répond à tous ces paramètres qu'on a cités ci-dessus. On a en deuxième place les hydrocolloïdes et à la fin, les plâtres. Généralement, le plâtre, on ne l'utilise pas pour l'empreinte, mais on l'utilise pour réaliser la clé en plâtre, appelée clé de Sheffield. C'est ce que vous voyez sur l'image. Je vais l'expliquer par la suite. Ça sert à quoi cette clé en plâtre? On va voir maintenant les différentes techniques d'empreinte. Donc, on a l'empreinte avec porte-empreinte fermée, c'est ce qu'on a vu avant. On l'appelle l'empreinte pop-in ou bien l'empreinte twist-lock. Ces appellations, c'est par rapport au transfert. On a dit avant qu'on utilise des transferts twist-lock ou bien pop-in. Elle s'appelle aussi l'empreinte indirecte. Donc, elle est plus simple, elle se rapproche plus des empreintes traditionnelles. Quand on dit empreinte traditionnelle, c'est-à-dire l'empreinte en prothèse fixée, les transferts d'empreintes sont de dépouilles, présentent globalement une forme conique. Les transferts, c'est ce qu'on a vu, les pop-in et les twist-lock, vissés sur le col implantaire et ne sont pas emportés dans l'empreinte. C'est-à-dire quand on démoule, on bouche, on les dévisse et on les replace sur l'empreinte manuellement. Ils sont réintroduits dans cette dernière avant son traitement, c'est-à-dire l'empreinte avant le traitement de l'empreinte, c'est-à-dire la coulée de l'empreinte au laboratoire, et permettent ainsi de positionner les répliques d'implants. Les répliques d'implants, c'est-à-dire l'analogue. C'est-à-dire, quand on démoule l'empreinte indirecte, le transfert, il reste en bouche, on le dévisse, on le place sur l'empreinte. Après, sur ce transfert, on va placer l'analogue pour réaliser par la suite la coulée du modèle, pour avoir un maître modèle ou bien le modèle de travail. Donc, cette technique, réputée moins précise, on a dit pourquoi elle est moins précise, parce qu'on peut se tromper lorsqu'on replace le transfert sur l'empreinte. Elle permet de traiter des patients présentant une ouverture buccale limitée. Lorsque le patient présente une ouverture buccale limitée, on utilise cette technique. Donc, regardez les images. On commence de gauche à droite. Donc, ça, c'est des transferts twist-lock. On les visse en bouche. On injecte le light en bouche. Sur le porte-empreinte, on a le matériau lourd avec le light au-dessus. On met l'empreinte en bouche, on insère le porte-empreinte, on attend la prise du matériau. Après, on démoule. C'est comme en prothèse fixée. Lorsqu'on démoule, vous allez avoir l'image, la troisième image, de gauche à droite. Après, on les prend manuellement, les transferts dévissés manuellement, et on va les repositionner sur l'empreinte. Regardez à gauche. Donc, c'est très facile, c'est la plus facile, mais elle est moins précise. Elle ressemble à l'empreinte en prothèse conjointe. La différence, c'est de dévisser le transfert et de le repositionner sur l'empreinte. Donc, les indications de l'empreinte indirecte, donc c'est une empreinte mixte concernant à la fois des préparations dentaires et des implants. C'est-à-dire, si tu as une dent à côté taillée et tu veux avoir l'empreinte de l'implant, tu peux utiliser cette technique. Donc, elle est indiquée pour les empreintes mixtes. Aussi indiquée chez les patients nauséeux, à qui on peut éviter la manœuvre délicate de dévissage des transferts. Vous allez voir la manœuvre de dévissage en bouche. Cette manœuvre, elle demande ou bien elle exige une ouverture buccale grande. Et lorsque le patient présente un réflexe nauséeux, il ne nous permet pas de faire entrer les doigts en bouche. Déjà, lui, il a le réflexe et vous faites entrer votre doigt en bouche, donc ça va aggraver. Aussi, lorsqu'on a une faible ouverture buccale, lorsque les implants sont peu divergents, c'est-à-dire l'axe des implants, les axes sont peu divergents, et lorsqu'on a une gencive aussi fragile.
on évite les grandes manipulations, c'est-à-dire on essaie de faire une empreinte la plus simple possible. Donc, l'avantage de cette technique, c'est la simplicité et la rapidité d'exécution. Une faible hauteur d'ouverture bicale est nécessaire. Elle ne demande pas une grande ouverture. Autoriser la mise en place et la dépose un par un des transferts et des vis de cicatrisation, c'est-à-dire la simplicité. Son inconvénient majeur, c'est certains auteurs disent que la précision, elle est très, très faible, c'est-à-dire ils risquent d'avoir une empreinte imprécise lors du repositionnement des transferts. C'est ce qu'on a dit avant. Je crois que la séance, elle va se couper, donc je dois la relancer encore une fois pour continuer. Jusque-là, est-ce que il n'y a pas de questions? Est-ce que vous arrivez à saisir? Oui, madame, c'est clair. On dit pick-up et pop-in. Donc, on va parler maintenant de l'empreinte pick-up ou bien l'empreinte directe. Les transferts d'empreintes sont transvissés sur le col implantaire, donc on va utiliser bien sûr des transferts type pick-up. Ils présentent ces transferts une forme rétentive avec des contre-dépouilles ponctuées de méplats et présentent aussi des rainures. Ça, vous allez voir sur l'image. Ça, comment ils sont, ces porte-empreintes pick-up. Donc, on va les visser aussi c'est comme les autres transferts d'avant, on va les visser sur le col implantaire, c'est-à-dire après qu'on enlève la vis de fermeture, visser sur l'implant. Là, on est de préférence, on doit prendre un cliché radiologique. Pourquoi? Pour s'assurer qu'on a bien vissé le transfert sur le col de l'implant. Vous allez voir sur l'image par la suite qu'on peut visser le transfert, mais pas le visser à fond. Et là, on va laisser un hiatus, ce qui va nous fausser les résultats. Je vais vous montrer sur l'image quand on finit. Donc, on prend un cliché radiologique pour valider le positionnement parfait sur l'implant, du transfert sur l'implant. Après, le porte-empreinte, on doit l'ajourer en regard des transferts, c'est-à-dire on doit le fenestrer, en face des transferts, on a vu déjà. On le garnit avec le matériau d'empreinte et on l'insère en bouche. Lorsqu'on l'insère en bouche, on doit l'enfoncer suffisamment, c'est-à-dire à fond, on l'enfonce à fond, afin que la vis de transfert émerge le matériau et puisse être dévissée. Comment elle va émerger le matériau? Attendez, je vais vous montrer sur l'image par la suite, comme ça vous allez comprendre facilement. Regardez ça, c'est une empreinte, pick-up. Voilà. Là, la première image, c'est l'implant avec une vis. Celle-là, c'est une vis de cicatrisation. Elle paraît un peu haute. On dévisse, ça c'est l'implant. On visse notre transfert sur l'implant. On a dit, de préférence, on prend un cliché radiologique. Regarde, quand on a pris le cliché, vous voyez ce hiatus, c'est-à-dire qu'on n'a pas bien vissé le transfert. Alors, l'implant terne, il est dans l'os. Il est ostéo-intégré dans l'os. Ça, c'est les dents adjacentes. Ça, c'est le transfert qu'on a vissé. Mais lorsque le transfert, il est bien vissé, regardez l'image. Normalement, il doit être ça. Il est en continuité avec l'implant. Lorsqu'il n'est pas bien vissé, on a laissé un hiatus. Ce hiatus, il va nous fausser des résultats par la suite. Donc, de préférence, on fait un contrôle radiologique. Mais avec le temps, vous allez s'habituer à faire visser à fond un transfert. On va prendre un porte-empreinte en plastique perforé. Là, c'est de la cire bleue. On a mis le porte-empreinte en bouche. En face du transfert, on met une goutte de cire ou bien un bout de cire molle. Il sert à ajourer le porte-empreinte, c'est-à-dire donc avec une meulette au laboratoire.
On va l'ajourer, le fenestrer exactement autour de l'implant. Il ne faut pas trop l'ajurer pour ne pas perdre la précision non plus, mais pas, on doit l'ajurer juste qu'il faut, c'est-à-dire pas trop, pas plus petit. Pardon. C'est-à-dire, on va l'ajourer juste qu'il faut. On laisse un peu l'espace pour faire passer le tournevis. C'est ça le tournevis, pour faire passer le tournevis. En même temps, on ne le fenestre pas trop grand parce que lorsque vous agrandissez la fenêtre, on va perdre la précision. Pourquoi on la perd? Parce que le matériau, au lieu qu'il soit pressé là-bas, il n'y aura pas cette pression sur les tissus. Donc, on perd un peu de précision. Après, quand vous le mettez en bouche, vous allez voir cette image. On le charge avec du matériau, on met le matériau à empreinte qui est le lourd plus le light. On introduit le porte-empreinte en bouche. Quand on introduit le porte-empreinte en bouche, voilà. Le transfert, la tête, cette tête du transfert, elle va émerger le matériau. Ça veut dire, tu appuies avec tu vas la trouver qu'elle sorte. Elle va sortir là. Là, vous allez avoir la partie, le transfert. Elle va émerger. L'empreinte. Sur cette partie, il y a le pas de vis, le tournevis. Bon, après la prise du matériau, et on va dévisser. On dévisse la petite vis qu'on a vissée avec Hada sur l'implant. On a vissé le transfert. On met le tournevis et on va dévisser. Quand on dévisse, on peut retirer l'empreinte et ça, le transfert, on a vissé en bouche et on va l'emporter avec l'empreinte. C'est-à-dire, il mal l'empreinte externe, on ne va pas le laisser en bouche. C'est-à-dire, il est dans l'emplacement exact qu'on a mis en bouche. Parce qu'on l'a ramené avec l'empreinte. Ce n'est pas nous qu'on va le dévisser manuellement et on va le replacer sur l'empreinte manuellement. C'est pour ça que cette technique piquette, on l'appelle une empreinte précise. Parce qu'on ne va rien changer. Ce qu'on a en bouche, on va l'apporter dans l'empreinte. Après, donc, on est... Oh. Donc, après, donc sur la dernière ligne en bas, la deuxième image, ça, on est en train de visser un analogue. Ça, c'est l'analogue. Ça, c'est le transfert. Les vicinaires avant là. Alors, à l'empreinte. Maintenant, on prend un transfert, un analogue. L'analogue est l'équivalent à l'empreinte, mais qu'on va le mettre au laboratoire, sur le modèle en plâtre. Visser sur l'autre côté de l'empreinte. On va le visser ici. Visser la tête, le truc, la tête du transfert. Voilà, ça c'est l'empreinte. Le transfert à l'intérieur du matériau. Et ça, c'est l'analogue. Après, on va couler le plâtre. Voilà, là, on va mettre le plâtre. On peut couler d'abord la fausse gencive ici, avec la résine, fausse gencive, juste autour. Après, on rajoute le plâtre et on va obtenir ce modèle. Donc, l'implant à l'intérieur du modèle, on appelle l'analogue. Vous voyez la partie. Elle est ici dans le plâtre. Ça, c'est vous voyez ici ce petit rectangle, c'est la fausse gencive. Et de la fausse gencive, on utilise pour les empreintes implantaires. C'est une résine spéciale qui donne l'aspect d'une gencive. On l'a fait couler autour du col de l'analogue. Elle est une résine rose, qu'elle est plastique, elle est mou. Elle ne va pas durcir. Après, on rajoute le plâtre, on va avoir ça. Ça, c'est le maître modèle. C'est-à-dire qu'il représente exactement ce qu'on a en bouche. C'est ce qu'on a ici. Donc, je reprends ce qu'on a dit avant. Donc, le porte-empreinte ajouré au niveau des transferts est garni du matériau d'empreinte et inséré en bouche. Après, enfoncer suffisamment
suffisamment afin que la vis du transfert émerge le matériau et puisse être dévissé. Une fois le matériau d'empreinte solidifié, c'est-à-dire il a fait sa prise, les transferts sont dévissés et emportés dans l'empreinte, c'est-à-dire ils jouent à l'empreinte terminale. Lorsque l'enregistrement intéresse les piliers divergents, ils peuvent être solidarisés à la résine avec leur désinsertion par empreinte. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'implants, de préférence, on les solidarise avec un fil métallique ou bien avec de la résine. Je vais vous montrer une image tout à l'heure. Les transferts sont transvissés sur les répliques d'implants, c'est-à-dire l'analogue, l'équivalent de l'implant en labo, qui sont noyés dans le matériau constituant le modèle de travail. Le matériau constituant le modèle de travail, c'est-à-dire le plâtre. Les répliques d'implants, ou bien appelées analogues, ils vont être coulés avec le plâtre et on va obtenir à la fin un maître modèle ou bien un modèle de travail. Donc, c'est ça la technique pick-up. Donc, c'est une technique qui est directe, elle est un peu compliquée, un peu difficile, mais elle est précise. Donc, on a expliqué les étapes de la pick-up. On va voir maintenant ces indications. Elle est indiquée lorsqu'on a de nombreux piliers, des axes des implants divergents, des implants enfouis profondément, enfouis, c'est-à-dire qui sont en bon level, c'est-à-dire ils sont trop dans l'os, ils sont tout en bas. L'avantage de cette technique, c'est diminution des contraintes lors de la désinsertion de l'implant. Et aussi, c'est une empreinte qu'on a dit déjà, on a cité déjà, c'est une empreinte précise. Comme elle présente des avantages, elle présente aussi des inconvénients. Donc, la hauteur des transferts rend la technique inutilisable parce que les transferts toiles, les vis, tout ça, et on va introduire aussi les doigts pour visser et dévisser. Donc, toutes ces manipulations exigent une ouverture buccale suffisante. Lorsque le patient il présente une limitation d'ouverture buccale, vous ne pouvez pas réaliser ce type d'empreinte. Bien, cette technique. On ne peut pas la faire lorsqu'on a une limitation d'ouverture buccale. Elle nécessite des fenêtres sur le porte-empreinte. L'insertion du porte-empreinte, elle est délicate en raison de la fenestration. Elle présente aussi un risque d'imprécision lors du revissage sur l'analogue. C'est-à-dire, lorsque vous vissez l'analogue sur le transfert, vous pouvez faire tourner le transfert. Donc, il faut faire attention quand vous vissez l'analogue. Sinon, on va perdre l'emplacement exact du transfert. Elle impose la mise en place et la dépose simultanée de tous les transferts et de tous les vis de cicatrisation. Étape délicate et parfois douloureuse si l'enfouissement est profond. C'est-à-dire lorsqu'on a un implant trop enfoui en bouche, l'étape, elle peut être un petit peu douloureuse. Donc, on va voir une autre variante des techniques d'empreinte. C'est la technique avec les transferts clipsés, appelée snap-on ou bien cupping impression. Donc, elle utilise des transferts en plastique, ce que vous voyez sur l'image, clipsés sur le col de l'implant. Donc, ces transferts clipsés, ils ne sont pas clipsés, c'est comme le système bouton-pression. Elles ne sont pas vissées. Donc, ces transferts ne sont pas vissés, ils ne sont pas vissés. L'empreinte est prise en un seul temps. Elle évite plusieurs dévissages et vissages du pilier qui n'est mis en place qu'une fois, c'est-à-dire en bouche une seule fois. C'est comme le transfert, c'est comme les boutons des tabliers qui sont boutons pression. C'est-à-dire juste avec un tic-tac comme ça, et qui l'empreinte, c'est la même chose. C'est tout. Donc, ça ne nécessite pas visser, dévisser, tournevis et tout. C'est très facile. Après des insertions du porte-empreinte, les répliques de piliers sont mis en place dans l'intrado des transferts restés dans l'empreinte.
Le transfert, il reste dans l'empreinte. Donc, on ne perd pas la précision. C'est une technique réservée à des situations très simples et des implants peu ou non enfouis. C'est-à-dire, on peut l'utiliser lorsqu'on a un implant trop enfoui. Elle présente une précision plus faible que les techniques précédemment. C'est-à-dire, cette technique, elle est moins précise que les deux techniques citées déjà. Pourquoi elle est moins précise? Parce qu'il n'y a pas de repère sur ces transferts. Ces transferts, il l'effet de clipsing, l'effet de clipsage, c'est tout. Donc, elle est moins précise. On va voir maintenant un autre type d'empreinte, c'est les empreintes avec enregistrement de l'émergence de la couronne provisoire. C'est-à-dire lorsqu'on réalise pour le patient une couronne provisoire et on veut prendre l'empreinte de son émergence, c'est-à-dire du profil d'émergence de la couronne provisoire. Donc, après la mise en place d'un implant, le recours à une couronne provisoire vissée directement sur la tête de cet implant nous permet de sculpter et de modeler la gencive pendant la phase de cicatrisation. Parfois, on réalise ce qu'on appelle la mise en charge immédiate. C'est quoi une mise en charge immédiate? C'est-à-dire le jour J où on réalise notre chirurgie implantaire, lorsqu'on place l'implant en bouche, on peut réaliser, dans des conditions bien précises, on peut réaliser une couronne provisoire. Et on la met en bouche le jour même de la chirurgie, le jour même de la pose d'implant. Donc, la couronne provisoire, elle va modeler la gencive autour de l'implant et elle va former ou bien sculpter le profil d'émergence. Donc, après cicatrisation, après ostéo-intégration, on aura un profil d'émergence bien sculpté, une gencive autour de l'implant bien sculptée. La gencive, c'est la couronne provisoire qui l'a sculptée. On veut avoir l'empreinte de ce profil d'émergence ou bien de cette gencive tout autour. Comme vous voyez sur les deux images, ça, c'est les transferts qui sont vissés sur l'implant. Mais regardez, la gencive, elle est bien sculptée, elle est bien formée, elle est bien cicatrisée. On a un très beau profil d'émergence là. Nous, pour prendre l'empreinte, c'est pour avoir la couronne définitive. Donc, on veut garder ce profil d'émergence. Pour le garder, il faut l'enregistrer avec l'empreinte. On va voir comment faire l'empreinte de cette partie. Donc, le profil obtenu est sur mesure et doit être reproduit très fidèlement sur le modèle de travail qui servira à l'élaboration du pilier prothétique et de la couronne céramique, c'est-à-dire la couronne définitive. Nous avons enregistré le profil pour le reproduire sur la couronne définitive. Je ne vais pas un autre profil pour le garder dans la couronne définitive, la couronne céramo-métallique ou bien céramo-céramique. Donc, le profil gingival n'est pas en adéquation avec la partie transgingivale du transfert d'empreinte. Regardez, quand on a vissé le transfert, on a du vide entre la gencive et le transfert. Si on va injecter directement le matériau et on prend notre empreinte, vous savez que la gencive est un tissu mou. Quand on exerce une pression, elle va changer de position. C'est-à-dire, on va la pousser gauche, droite, avant, arrière. C'est-à-dire, elle ne va pas garder sa position comme ça, comme vous la voyez sur l'image. Donc, avec une empreinte classique, avec le light et le lourd, on va déplacer cette gencive. On ne va pas la garder comme ça. Nous, notre but, c'est de prendre l'empreinte en la gardant comme ça. Vous voyez, il y a un vide entre la gencive et le transfert. Ce vide, on doit le combler avec un matériau sans changer la position de la gencive, tout autour. Comment? On va voir sur les étapes suivantes. Donc, vous voyez, les transferts d'empreintes sont vissés sur la tête des implants. On peut noter l'espace entre les transferts et la gencive. C'est cet espace, voilà. Voilà. Là, on a deux implants et là, on a un seul implant. On regarde un profil qui est bien sculpté.
La papille entre les deux implants, la papille, on veut la bien garder, elle risque d'être déplacée avec la technique d'empreinte, les deux techniques classiques qu'on a déjà citées, pick-up et pop-in. Si on utilise les deux techniques précédentes, on va changer. On va écraser cette papille, cette gencive mou, elle va être platée ou bien plaquée sur les transferts et on n'aura pas un enregistrement de cette zone. Donc, on va voir la technique. Donc, le transfert d'empreinte, il est vissé sur la tête de l'implant. Un silicone fluide est injecté tout autour du transfert pour combler l'espace disponible. C'est-à-dire, on va, là, voilà, où le transfert, il est vissé. Là, on va injecter du silicone liquide. On précise un silicone qui est liquide pour ne pas fluide, pour ne pas faire déplacer les tissus tout autour. On attend la prise du silicone, on le laisse en place. Après, on va faire entrer notre empreinte, soit pick-up ou bien pop-in. Le porte-empreinte, il va avoir un matériau lourd avec un silicone, c'est-à-dire une empreinte double mélange classique. Et on va positionner le porte-empreinte en bouche sur ce matériau qui a déjà fait sa prise. Parce qu'il est fluide, donc il va enregistrer les tissus sans les déplacer. Quand il fait sa prise et on fait introduire ce porte-empreinte, il ne va pas déplacer les tissus. Ils vont rester à leur place parce qu'ils sont protégés par ce matériau qui a fait déjà sa prise. Ça, c'est une première technique. On peut utiliser aussi une autre technique. Bon, la deuxième technique, c'est quoi? On a fait ce transfert, on va injecter ici du composite flow. Le composite flow, c'est un composite qui est liquide et qui se polymérise avec photothérapie, c'est-à-dire avec la lampe bleue. On le photopolymérise. Après, on prend l'empreinte normale, pick-up. Lorsqu'on démoule l'empreinte, cette partie du composite, au lieu de ce matériau fluide, ce silicone fluide, on peut utiliser du composite flow. Il va être emporté dans l'empreinte. Après, on réalise la coulée normale. Quand on réalise la coulée, on enlève cette partie du modèle. Lorsqu'on coule et on va voir le modèle, on enlève cette partie qui est soit avec un silicone fluide, soit avec un composite flow. Et on aura un modèle comme ça, avec ce vide, avec le transfert, qu'on va le dévisser par la suite. On aura un modèle qui reproduit cette gencive avec l'espace nécessaire pour la couronne définitive. Je vous ai parlé avant de la clé de validation de l'empreinte, ou bien la clé en plâtre, ou bien on l'appelle aussi la clé de Sheffield. Donc, c'est une clé de validation et on va valider quoi? On va valider la passivité de l'armature ou bien la fidélité de l'empreinte. Donc, comment? Lorsqu'on veut réaliser, elle est indiquée lorsqu'on a un édenté total avec plusieurs implants. Lorsque vous avez un seul implant ou deux ou trois, vous pouvez s'en passer. Elle est généralement indiquée pour les édentés totaux et lorsqu'on a plusieurs implants. Donc, en bouche du patient, on va placer les transferts, on les visse. Donc, après, on prend notre empreinte, comme on a dit avant, avec une des deux techniques. Au laboratoire, on va avoir un modèle, un maître modèle. Donc, le modèle que vous allez avoir, disons que c'est ce modèle. Bon, là, c'est une armature. Bon, on dit c'est ce modèle. Donc, vous allez avoir les 4 transferts là. Autour de ces transferts, on va vaseliner ou bien mettre un isolant, un matériau isolant. On va mettre un vernis.
Après, autour de ce vernis, on va réaliser, on prend du plâtre d'une consistance épaisse et on le met autour de ces transferts. Il ne faut pas oublier de vaseliner ou bien de mettre un matériau séparateur, soit de la vaseline ou bien un vernis. Lorsque le plâtre autour de ces transferts fait sa prise, lorsqu'il fait sa prise, vous allez avoir voilà, une clé comme ça, en plâtre. Parce qu'on a vaseliné, donc on peut la retirer et quand on la retire, on va aller en bouche, on reprend, on revisse les transferts en bouche et on va essayer de mettre cette clé en bouche. نسيو نعاودو ندخلوها في les transferts parce que رانا نحيناها في un modèle qui est la même chose qu'on a en bouche. On va essayer de l'introduire là. Si cette clé, elle rentre parfaitement, sans fissure, sans se fracturer, donc l'empreinte, elle est fidèle. Et notre prochaine ou bien future armature métallique, elle va être passive. Si cette clé, quand on essaie de la faire rentrer sur les transferts, elle va se fissurer ou bien se fracturer, regardez comme ça, sur l'image à droite en bas, voilà. On a essayé de la faire rentrer, c'est-à-dire que l'empreinte n'est pas fidèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un transfert, il a bougé lors de l'empreinte. Ça veut dire que l'emplacement exact, c'est-à-dire notre empreinte est vouée à l'échec. On doit la reprendre. Si on continue sans faire cette clé, on va avoir une empreinte qui n'est pas fidèle à 100%. Et lorsqu'on réalise notre armature métallique et on essaie de l'adapter en bouche, soit elle ne va pas s'adapter parce qu'on n'a pas la même chose en bouche, soit elle va être active. Ça veut dire quoi, active? Ça veut dire qu'on va la serrer difficilement, on va la visser difficilement et elle va exercer une pression sur nos implants. Une pression sur les implants égale résorption osseuse. Quand on dit résorption osseuse, c'est-à-dire une perte d'implant. Et force à force, on perd 1, 2 et on va perdre tous les implants. Ça à cause d'une empreinte imprécise. Donc, je m'explique. Lorsque vous avez un édenté total ou bien plus de 3 implants, la clé de Sheffield est indiquée. Appelée clé en plâtre, clé de Sheffield ou bien la clé de validation d'empreinte. Cette clé, elle sert à quoi? À valider notre empreinte. Donc, lorsqu'on prend l'empreinte et on a un modèle, un maître modèle, on va vaseliner ou bien mettre un séparateur sur les transferts. On réalise une clé en plâtre. On attend la prise du plâtre. On enlève notre clé. On remet les transferts en bouche et on essaye de faire entrer la clé. Si la clé, elle rentre parfaitement, sans aucun souci, c'est-à-dire notre empreinte, elle est fidèle et on aura une armature passive. Une armature passive, c'est-à-dire qui ne va pas exercer de pression sur nos implants. Et ça, pour avoir une durabilité des implants, on doit préserver nos implants qui sont ostéo-intégrés. On les préserve par une armature passive, une prothèse passive. Lorsque cette clé ne rentre pas ou rentre difficilement ou se fissure ou bien se fracture, comme vous voyez sur l'image en bas, c'est-à-dire notre empreinte, elle n'est pas fidèle. C'est-à-dire lors de la prise d'empreinte, on a un transfert qui a tourné ou bien qui a bougé de sa place. C'est-à-dire qu'on doit reprendre notre empreinte. Est-ce que c'est clair pour la clé en plâtre? Oui, madame. Très bien. Donc, il nous reste dernièrement, c'est les empreintes numériques en prothèse implantaire.
Donc, l'empreinte numérique ou l'empreinte optique, elle doit permettre de diminuer, voire de supprimer le nombre et l'accumulation successive de ces inexactitudes qu'on a vues déjà précédemment. La chaîne prothétique est dématérialisée jusqu'au produit fini qui est l'élément prothétique. C'est-à-dire, au lieu de faire toutes ces étapes qu'on a déjà citées, on peut faire une empreinte numérique avec une caméra intraorale. Et on poursuit la chaîne prothétique par CFAO. Donc, regardez un modèle avec une empreinte numérique. Voilà, c'est le modèle A, comme vous voyez à gauche. Il est réalisé à partir d'une caméra intraorale. Après cet enregistrement, il va le matérialiser avec un scan body. Il va le matérialiser sur le micro avec un modèle physique, un modèle en plâtre. Ce modèle, donc, il va être détouré ou bien il figure les positions des analogues d'implants. Donc, là, ça va se passer avec une chaîne totalement numérique. On arrive pour conclure. Donc, on peut dire que les techniques d'empreinte en prothèse implantaire doivent être réalisées en respectant scrupuleusement les protocoles établis. Il importe en particulier de distinguer les situations prothétiques unitaires qui n'exigent pas de précision supérieure. Par contre, les situations plurales, elles exigent une très grande précision. Donc, les situations de prothèse plurale pour lesquelles l'absence de résilience démontable impose une très grande précision pour l'élaboration des pièces prothétiques et la solidarisation des implants.